Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 1h10, c'est le temps que nous aurons à passer avec notre invité, le docteur Justin Koné-Katinan, président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du PPACI, le Parti des peuples africains. Avec lui, nous aurons à débattre de plusieurs sujets sociopolitiques de la vie de notre pays. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Comme tous les soirs, nous sommes ici pour éplucher avec nos amis tout ce qui se passe au niveau donc de la vie sociopolitique, mais aussi au niveau international. Ce soir, nous allons simplement nous cantonner sur la vie sociopolitique de notre pays. Et notre invité arrive, je rappelle, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, qu'il est le docteur Justin Koné-Katinan, président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du Parti des peuples africains. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous aurons plusieurs tableaux qui vont donc éplucher les différents points à l'agenda de ce jour. Et le premier tableau sera tenu par M. Marius Komoé et M. Daouda Coulibaly. Parfait. Marius Komoé, première question. Bienvenue sur le plateau, Monsieur le ministre. Merci. Alors, je voudrais donc mettre le pied dans le plat, puisque le temps qui nous est imparti est assez court. Il n'est pas trop chaud le plat. Non, ne vous en faites pas. Alors, tout récemment, nous assistions sur les médias étrangers, justement, la sortie de M. Robert Bourgi. Parlant donc du président Gbagbo, il avait donc dit que le président Gbagbo avait octroyé au président Jacques Chirac la somme de 2 milliards de francs CFA pour un pays qui traversait au moment de sa gouvernance quelques difficultés financières. Quelle analyse faites-vous d'un tel octroi pour un parti qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Première question. Alors rapidement, mon nom c'est Justin Katinan Koné ou Koné Katinan Justin. Bien noté. Voilà, C'est Koné, noté. c'est mon nom de famille. Très bien, c'est noté, docteur. Merci beaucoup. Allez-y donc là, pour la réponse à la question de M. Marius Komoé. Alors, je crois que ce n'est pas une révélation pour nous, puisque le président Gbagbo lui-même, il a dit déjà dans son livre, oui. Dans son livre, il a déjà dit cela. Mais la question, il faut la poser autrement. Il faut la poser autrement. Comment? Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement, ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc, la question est très simple. Comme il a dit le président, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays le fusil sur la tempe. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le docteur Koné, vous avez gouverné le pays, le fusil sur la tempe. Sur la tempe, bien sûr. Ouais. Le président Gbagbo a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bourgi parle d'ingratitude. Donc la question, c'est tout ça. Et ça ne remet pas en cause la question du panafricanisme. Ça ne met pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Qui vous mettait le fusil sur la tempe avant de passer à Daouda? Ah oui, mais nous avons une rébellion ici dans ce pays que nous savions ouvertement qu'elle était fortement soutenue justement par la France. Ce n'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda? Vous avez gouverné avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens et la Constitution, est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ces discours et j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela, peut-être qu'il faut changer le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme
sur lesquels nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme de gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours pour qu'on l'attaque? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, d'échanger le code pénal, je l'ai dit maintenant, désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question, parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, dans ce pays, a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer, en fait. Est-ce que ce n'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris. Non. Ça veut dire. C'est que vous expliquez mal, sûrement. Non, vous n'avez Meilleure pas explication, compris. monsieur le docteur Vous n'avez pas Katina. compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Et notre créneau, c'est de dire discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Et donc, quand il dit « je vois le dos de nageur », il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas la tirer de quelqu'un. On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il est arrivé, qu'il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs là qui les avaient appelés, donc ils voyaient le dos qu'il les appelait. Mais si les nageurs est manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites? Vous le matez. Vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais attention. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, le bilan de cette rébellion-là, il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans un chef pour dire, il faut mater. Vous étiez lié confronté à quelles difficultés justement pour faire face à cela? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Bouaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Dans cette colonne qui attaquait donc les forces de défense régulières à l'époque. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous envoie en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous devenez coupable. Monsieur Katina, très rapidement. Termine pour que Marius puisse poser la question. Justement, en fait, moi j'avais terminé parce que là, on est en train de rentrer. Il faut qu'on revienne sur l'actualité. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, je sais que vous êtes allé très loin. Monsieur Katina, l'appel de Beaunois, on va en parler. C'est bien, voilà. On ne voit pas beaucoup de personnes se bousculer au portillon. Vous êtes sûr? Mais faites le bilan, monsieur Katina. Comme si vous avez la preuve. Vous avez des éléments, vous le dites? Jusqu'à présent, on n'a pas répondu à la question à votre portillon. Attendez, s'il vous plaît. Docteur Koné, allez-y. Nous sommes méthodiques dans notre parti politique. Le président a lancé un appel. Il a confié au président exécutif de notre parti le soin de conduire cette opération. Et je peux vous dire, elle marche bien. Très bientôt, vous allez avoir des nouvelles. 3 mois après, vous êtes sur le plateau, vous pouvez le dire, vous êtes en charge du programme de gouvernance. Oui, j'ai dit, le président a confié cela à une personnalité de notre parti. Je lui laisse l'honneur. Et c'est aussi le respect que je dois au président d'aborder ces questions, parce que ce n'est pas moi qui l'a confié. Marius, comment est question? Monsieur le Président, alors, au cours de votre récente conférence de presse, que vous avez d'ailleurs du reste animé, vous avez brandi une certaine forme de menace, si je m'en tiens à vos propos, selon laquelle le PPACI, votre parti, ne restera pas seulement dénonciateur si les choses ne changeaient pas.
Pour ce faire, vous disiez, et je vous cite, « Pour l'instant, nous ne faisons que dénoncer. Mais à un moment donné, si nous ne trouvons pas d'oreilles attentives à nos revendications, nous allons utiliser d'autres moyens pour nous faire entendre. » Fin de citation. Qu'entendez-vous par utiliser d'autres moyens pour vous faire entendre? La constitution ivoirienne... À quoi pensez-vous? C'est le lieu de clarifier les choses, docteur. Oui. Et les lois ivoiriennes prévoient une panoplie d'actions possibles. Lesquelles, par exemple? Elles sont démocratiques. Lesquelles, par exemple? Je n'ai pas besoin de vous exploiter mon stratégie ici. OK? Déjà, on retient que les points à utiliser seront démocratiques. Ils seront forcément liés à la loi. À la Constitution. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous nous envoyez rassurer. Vous nous apprenez quelque chose. Ce parti est dirigé par un homme, Laurent Gbagbo. On peut tout lui reprocher. Mais son rattachement aux valeurs démocratiques, on ne peut pas le lui reprocher. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous gardions, mais nous retirons sincèrement que nous sommes encore dans la logique de la discussion. Et nous espérons que le gouvernement, peut-être à lui nous adressons, nous l'avons écrit 2 fois déjà au gouvernement, et il ne nous a pas répondu. On espère qu'ils sont très occupés, qu'ils vont nous appeler. Mais nous lui disons que devant une injustice, on se donne les moyens de réagir par exemple devant une injustice. Daouda? M. Katina, permettez-moi encore de revenir sur l'appel des Bonois. C'est très important pour moi parce que cela y va de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Okay. Le 22 septembre, on a assisté à un contre-appel de Bonois qui a été lancé par Simone et Yves ou Gbagbo, c'est selon. Est-ce que, concrètement, quand on entend tous ces appels, est-ce que ça ne fait pas cacophonie un peu? Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, en août 2023, a dit que son rôle, ce n'était pas d'organiser l'opposition. Non. Vous tronquez les propos du président Laurent Gbagbo. Allez-y. Vous les tronquez. Mettez-les en place, s'il vous plaît. Non. Ils ont dit ceci au président Laurent Gbagbo qu'il faut unir la gauche. Et lui, il a répondu? La gauche. Il n'a pas parlé de l'opposition. Il a dit notre rôle, c'est la conquête du pouvoir. Et sur le chemin du pouvoir, là, pour cette conquête, lorsque nous avons besoin, à un moment donné, d'instruments nouveaux, de nous organiser d'une façon ou d'une autre, on le fera. Mais l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas d'organiser un groupement politique. Ce n'est pas son objectif. L'objectif, c'est la conquête. Le groupement, c'est les moyens. Voilà la différence. Pardon, Christelle. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas cacophonie? Parce que... Alors, non, permettez, docteur. Il termine et puis... La cacophonie dont je parle, justement, M. Laurent Gbagbo lance un appel à Bonois. Oui. Mme Simone et Yves Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Tidiane Thiam sont dans une autre forme que j'ai envie d'appeler alliance, je l'appelle comme ça. Et dernièrement, vous ne savez pas à leur dernière rencontre. Donc finalement, il y a des appels contre appels. Est-ce que finalement l'opposition ne fait pas le lit du parti au pouvoir que Laurent Gbagbo veut dégager? Première chose, je ne sais pas si Mme Gbagbo, Mme Yves a lancé un appel à Bonois. Je sais qu'il y a eu une réunion à Bonois. Mais à Bonois, je ne avec sais des pas partis d'opposition, bien sûr. Mais elle n'a pas lancé d'appel, donc il n'y a pas de contre-appel. L'expression est très importante, parce que quand il y a un contre-appel, c'est comme si elle est là-bas, elle a lancé un appel. Non. À Bonois, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déjà dans un processus, eux. OK? Lorsque le président a fait son appel, évidemment, ils sont allés jusqu'au bout de leur processus. Mais ce processus n'exclut pas du tout la possibilité d'une autre de se rejoindre. Je ne vois pas du tout l'incompatibilité entre les deux. Et je ne vois même pas de cacophonie. Selon vous, il n'y a pas de cacophonie? Ah non, pas du tout. Très bien. Oui, mais ça dépend de nous. Nous sommes maîtres de notre agenda. Je voudrais vous dire quelque chose. D'accord. L'objectif du PPACI, le président l'a dit, c'est de dégager ce gouvernement. Nous travaillons à ça. Nous sommes maîtres de notre emploi du temps et de notre chronogramme et nous allons les déployer selon nos stratégies. Très bien, et on en saura justement davantage au fur et à mesure que le temps passera. Essayons de faire un peu la différence entre la gauche et l'opposition. Puisque vous avez dit que vous n'êtes pas là pour rassembler la gauche, mais plutôt l'opposition. La gauche, elle est idéologique. Oui, bien sûr. L'opposition, c'est une position par rapport au gouvernement. Donc, c'est pas mais en ce moment, tous les partis, justement, qui se retrouvent dans l'opposition, ne sont-ils pas de gauche? Ah non, pas du tout. Je ne parle pas tout de gauche. Le PDC n'est pas un parti de gauche. Mais idéologiquement, on sait bien qu'aujourd'hui, les idéologies ne vivent pas vraiment. Ah non, c'est une erreur, madame. C'est une erreur qu'il ne faut pas que nous tombions dans cette erreur. Nous, au PPAC, nous croyons à l'idéologie. Très bien. Voilà, ne tombons pas du tout dans cette erreur. Marius? Monsieur le ministre, vous annonciez également tout récemment que M. Ouattara a vidé l'Assemblée nationale de son pouvoir. C'est vos propos que je cite. Oui. Même Napoléon n'a pas agi ou régné de la sorte. Oui.
Et pourtant, nous savons tous que ce monsieur Ouattara, bien entendu, président de la République, vous a bel et bien gracié, vous, un condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans pour braquage d'une banque. Il m'a pas gracié. N'est-ce pas une forme de négation de ne pas reconnaître son bienfaiteur d'hier? Napoléon aussi gracié, hein? Oui, justement. Mais tout le monde sait que vous avez braqué une banque. Je le ris parce que la justice vous a condamné. Je ne vois pas la jonction entre les deux. Donc, parce que Napoléon graciait aussi. Mais en même temps, je veux dire, docteur, pourquoi comparer justement le président de la République à Napoléon? Oui, c'est la volonté d'accaparer tous les pouvoirs d'État. Et pourtant, l'Assemblée nationale, non, excusez-moi, Assalé Tiomoko, qui sont je vous explique. Dites-nous. Je crois que nous sommes là pour s'expliquer. Bien sûr, allez-y, docteur. Sur le plan purement des droits, la Constitution, nous sommes dans un État où on a fait le choix du régime présidentiel qui repose sur une séparation nette des pouvoirs. C'est le principe. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est le principe. Séparation nette. Il se trouve que dans ce pays, effectivement, en copiant 1958, bien sûr, comme toujours, 58, la Constitution 58, on a créé une passerelle pour dire, bon, écoutez, il peut arriver des moments où l'exécutif puisse intervenir dans un domaine qui relève du législatif. Dans ces conditions, le président de l'exécutif demande une autorisation à l'Assemblée pour une matière précise. Précise. Qu'est-ce que nous observons? Déjà, le 14 avril 2011, alors même qu'il n'est pas encore président de la République, il prend une ordonnance. Vous convenez avec nous qu'elle est totalement illégale. Parce que pour prendre une ordonnance, comme je vous ai dit, il y a des conditions. Le 14 avril, quelle année? 2011. Et il a prêté serment. Je vous donne l'ordonnance, les caractéristiques. L'ordonnance 2011-07 du 14 avril 2011. Et quand a-t-il prêté serment, justement? Il a prêté serment le 21 mai. C'est-à-dire 3 jours après l'éviction du président Laurent Gbagbo, Madame Alitari de notre pouvoir, il prend une ordonnance. Mais quel est le fondement juridique d'une telle ordonnance? Elle est illégale. C'est la première des choses. Deuxièmement, chaque année, lorsque la loi de finances arrive pour le vote, il y a un article dans lequel l'Assemblée nationale dit « vote, bon, pour l'exécution de son programme économique, nous donnons loi d'habilitation. » Mais ça, c'est trop grave. On ne donne pas une loi d'habilitation de façon générique. Pour chaque fois que le président doit intervenir, il demande la loi d'ordonnance d'habilitation. Puisque après, on doit ratifier. Je t'ai donné une autorisation, il faut que je ratifie. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale a tout simplement dit, bon, moi, je vous laisse tous les pouvoirs. Et il en profite au maximum. Il en profite. La dernière en date, c'est l'ordonnance qu'il a prise le 12 juin 2024. Sur la société civile, en pleine session parlementaire. À quoi ça correspond? Dites-moi, qu'est-ce que l'organisation de la société civile a à voir avec le programme de développement économique? Enfin, on se fait une constitution en 2016, dans laquelle, bien que nous soyons dans un régime présidentiel, où le président de la République nomme des membres du Sénat, c'est-à-dire des membres du Parlement. Monsieur Katina, je sais que non, s'il vous plaît. En matière de juridisme, vous êtes très bon. Non, je vais finir, par là. Vous avez la parole. Je vais finir par là. Okay. C'est ce que j'appelle l'accaparement de tous les pouvoirs d'État en une seule personne. C'est tout simple que ça. D'accord. Monsieur Katina. On finit ce point et on passe à la liste électorale rapidement avant de terminer. Très bien. Très rapidement, Monsieur Katina. Qu'est-ce que vous pensez de M. Thiam? Je n'ai pas à penser à M. Thiam. Il n'est pas de mon parti politique, il a son parti politique, je n'ai aucune pensée vis-à-vis de lui. Ça, je veux dire, ça, c'est pas du tout. Cette question ne m'intéresse pas, elle n'est pas du tout un élément qui m'importe. Bon, donc, la deuxième question va vous intéresser sûrement. Allez-y. Donc, dernièrement, le président du PDCI, dans une adresse, a dit comme ça qu'il est en alliance avec
personne. Ça, c'est la première des choses. Et plus loin, il dit que lui, il ne sait pas mettre des serpents dans son pantalon, il ne sait pas sauter comme un cabri. Et en gros, les analyses politiques et les observatifs de la vie politique en Côte d'Ivoire estiment que c'est du PPACI et du GPS qu'il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, Votre réaction sur la question? Vous avez dit, chacun interprète les propos. En tout cas, nous ne sommes pas sentis visés. Nous ne sommes pas sentis visés. Donc, on ne peut pas répondre puisque nous ne sommes pas visés. Vous dites, c'est ce que les gens pensent. Mais nous, au PPACI, on n'a pas pensé à ça. Donc, Mais à quoi vous avez pensé? Vous dites? À quoi vous avez pensé? Non, pas du tout, rien du tout. Il dit qu'il ne va pas dans tout le monde. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Très bien, on retient que le PPACI ne s'est pas senti concerné. En tout cas, je ne me sens pas concerné. Nous ne sommes pas sentis concernés. Abordons le point de la liste électorale avant de terminer notre premier set, messieurs. Même avant d'aborder cette liste électorale, j'aborde donc la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. OK. Mais bon, parlons donc de la liste électorale. Est-ce que vous avez bel et bien envoyé des émissaires sur l'ensemble du territoire national dans la perspective de faire enrôler vos militants, vos sympathisants sur la liste électorale, vous qui avez eu l'habitude justement de les appeler à ne pas se faire enrôler, vu que vous prétendez vouloir être à la présidentielle de 2025? Alors, la réponse est que oui. Moi-même, le samedi, là, je m'en vais. Un week-end, je m'en vais sur le terrain. Depuis... Pour sensibiliser à l'enrôlement? Ah, absolument. Absolument. Ça, je lui dis que c'est pas du tout... C'est le rôle normal d'un parti politique. Et donc, oui, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de travailler justement à ce qu'effectivement on arrive à un bon quota de... Et si d'ordinaire, la candidature de votre mentor n'aura pas été accordée par l'instance nationale en charge de l'organisation des élections, avez-vous un plan B? S'il vous plaît. Et je pense que tout le monde est sérieux. Oui, et je vous ne parle même pas du conditionnel dans cette affaire. Je ne suis pas là pour parler du conditionnel. Au PPACI, nous ne parlons même pas du conditionnel. Pour vous, c'est le plan A, B, C, D, Z. Nous avons choisi un candidat qui remplit toutes les conditions pour être candidat. Il sera candidat. Et nous travaillons à ça, un point trait. Très bien. Quelle alchimie nous travaillons à ça, un point, un trait. On n'aura assurément pas de réponse sur la question, mais les primo-votants, vous en visez combien au total? Les primo-votants. Ah oui, mais écoutez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand nous avons fait nos statistiques, il y a encore entre 3 millions à 4 millions de personnes sur la liste électorale. Et il y a peut-être au moins la moitié à extraire de la liste électorale qui existe. Au moins, parce que c'est le paradoxe. Vous êtes revenu encore sur cette histoire de 2 millions. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui sont sur la liste électorale qui n'ont pas le droit d'y être, et ceux qui ont le droit d'y être sur la liste, ils traînent les pas parfois pour y être. Bon, on va gérer cette question-là. La CEU a dit que ceux qui avaient les preuves pouvaient venir et puis les présenter. Hein. Non, attendez, sur cette question-là, il faut qu'on soit sérieux. Quand j'ai écouté la CEU, j'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est sérieux? Vous n'y croyez pas? En 2022, nous avons envoyé à la CEI une disquette avec tous les éléments là-dessus. Ah oui? Conformément au statut, je vais dire, à la loi électorale, l'article 7 est clair. Ont-ils été pris en compte? Non, justement, parce qu'il y a des règles qui sont fixées. Ce n'est même pas nous, c'est la loi électorale. Mais la CEI dit elle dit ceci, que pour être sur la liste électorale, voici ça. Mais vous me trouvez quelqu'un qui dit il n'a ni papa ni maman, il ne fait pas sur la liste électorale. On s'arrête donc sur ce premier set, messieurs. On termine sur ce premier set. Le temps pour nous de recevoir un autre set. Oui, mais on a terminé le temps imparti est arrivé. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, c'est le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, le docteur Koné Katina Justin, j'espère avoir bien prononcé. Exactement. Très bien. Qui est avec nous et avec qui nous allons terminer cette émission aux alentours de 20h25. Élisée Boloubeu et Herman Aboua sont donc là pour le second set. L'aspect politique et judiciaire, assurément. Vous avez le floor, Élisée. Première question. OK. Bonjour, M. Katina. Bonjour, Élisée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Okay, merci. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble être importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, Charles Blé Goudé et nous ne sommes plus ensemble. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Mais juste avant vous, il y a M.
Damana Picasse, qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI, qui aussi avait dit Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo. Oui. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre? Et de quelle date? Août 2024. Bon, enfin, conduite par le président Dano Djidje, la question de l'appel de Bonois. Sur l'appel de Bonois. Vous parlez, d'accord. Voilà, okay, sur la 2024, voilà ce que je dis. J'étais un peu confus. Vous retrouvez maintenant, docteur. Vos propos datent de 2022, mais la visite date de 2024, août 2024. Et à la suite de cette visite, justement, on a vu que vous aviez dit que vous étiez venu annoncer ou informer sur l'appel de Bonois. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui a changé de 2022 à 2024? Charles Blé Goudé est-il devenu fréquentable à nouveau ou vous maintenez votre logique qui reste un adversaire politique? Alors, voici réaction. Encore confusion d'expression. Allez-y. Non. On n'a jamais dit que Charles Blé Goudé était infréquentable. Personne ne l'a jamais dit. Ce que nous avons dit procède de la logique politique. Laquelle? Elle est tout simple. Nous avons un parti politique, Charles Blé Goudé a un parti politique. L'aspiration de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est tout simple que ça. À partir de cet instant-là, si vous êtes créé un parti politique et nous créons un parti politique, au moment précis, nous ne sommes pas ensemble. Mais ça n'exclut pas. Et d'ailleurs, si vous devez lire là, tout ce que j'avais dit par rapport à ça, il faut aller compléter mes propos. Oui. J'ai bien dit qu'il n'est pas exclu que schéma faisant, justement dans le jeu pour la conquête du pouvoir, qu'on se retrouve. Ça, je l'avais dit ça aussi. Donc, on n'a jamais dit que Charles Blé Goudé était infréquentable. Deuxièmement, le fait même qu'on aille chez lui, vous convenez avec moi que Dano Djidje ne vient pas chez moi pour venir me parler de la paix de Bonois. S'il va là-bas, c'est parce qu'il est différent de nous. Il n'est plus avec nous. C'est un parti politique. Donc, comme il va vers les partis politiques, il va vers un parti politique dirigé par Charles Blé Goudé. Donc, ça revient tout à fait à la logique que nous ne sommes pas effectivement ensemble, sinon on n'avait pas besoin d'aller vers lui. Tout simplement que ça. Mais vous avez la même idéologie politique, ou non? Oui, écoutez, je n'ai pas lu tous les textes du COGEP. Je ne sais pas tous les éléments parce qu'une idéologie, ça s'exprime dans un texte, ça s'exprime quelque part. J'aimerais ne pas me lancer trop sur ce que je ne maîtrise pas. Excusez-moi, à titre personnel, juste une petite relance, pardon. À titre personnel, Allez-y, avant à titre personnel, M. Katina, à quand remonte votre dernier appel ou vos derniers échanges avec M. Charles Blé Goudé, Mme Eivé ou bien M. Afin Guessan, à titre personnel, vous, en dehors du COGEP, pardon, en dehors du PPACI? Alors, Charles Blé Goudé, il y a à peine peut-être 3 semaines, quelqu'un demandait, un ami universitaire, qui demandait une interview, qui voulait que le président Gbagbo intervienne à l'université pour parler de la CPI. Le président n'était pas disponible. J'ai amicalement suggéré, mais comme il y avait Charles Blé Goudé, peut-être qu'il peut être disponible, surtout que l'université en question, elle parle anglais, c'est une anglophone, et peut-être que Charles peut faire l'affaire. J'ai appelé immédiatement Patrick Saraka pour lui dire au petit frère, comme je l'appelle, quelqu'un va l'appeler, quelqu'un l'intéresse pour qu'il intervienne. Donc les bons rapports sont là, mais n'interposez pas vous-même directement, en fait. C'est pas personne interposée. Oui, mais juste savoir. La question est juste de savoir quand est-ce que je l'ai. Le problème n'est pas là. Et puis, il ne faut pas ramener des problèmes aussi importants de la République à des problèmes de rapport personnel. Moi, je n'ai aucun conflit. Non, mais c'est important parce que ça s'inscrit aussi dans votre logique. Non. Parce que ce que vous prêchez, vous devez le manifester en acte, en fait, monsieur Katina. On va permettre à ce qu'il s'exprime. La question est tout simple. Est-ce que j'ai un problème personnel avec Blé Goudé? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Justement, c'est parce que vous voulez, la question que je vous pose. Vous voulez m'attribuer un problème personnel avec Blé Goudé. Non, je pose Notre position, elle est politique. Elle est politique. Très bien. Et elle reste politique. Charles Blé Goudé est président d'un parti politique. Je suis responsable d'un parti, je suis cadre d'un parti politique, le PPACI. On aspire tous les deux à la conquête du pouvoir. À ce moment bien précis, nous sommes des adversaires politiques. C'est tellement simple que ça. Il n'y a même pas d'animosité personnelle. C'est même tellement logique. Avant ma question, j'ai une petite relance sur celle d'Élysée. Qu'en est-il de la suite du courrier de demande d'audience déposé par M. Charles Blé Goudé au président de la République, au président Laurent Gbagbo? Alors, à ma connaissance, au moment où je vous parle, je ne suis pas dans tous les secrets. Au moment où je vous parle, je n'ai pas souvenance aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, j'ai bien dit, dans la limite de ce que je sais, qu'il y a un courrier dans ce sens. Je n'ai aucune souvenance. Peut-être vous avez l'information, mais au moment précis où je vous parle,
nous n'avons pas. Je n'ai pas cette information et je n'ai pas envie de m'aventurer également sur un terrain pour lequel je n'ai pas de la réponse. Très bien. Okay, ma question, le discours panafricaniste du PPSI aujourd'hui semble lié à un certain anti-occidentalisme qui est amplifié par les tensions qu'on voit géopolitiques entre la Russie et le bloc occidental. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent qu'on assistera à la fin du panafricanisme si les intérêts de ces deux blocs convergeaient? Et puis aussi, quel est le positionnement réel du PPSI aujourd'hui par rapport au système monétaire actuel des francs CFA? Alors, ça fait plusieurs questions que vous posez. On va essayer de commencer par la première. Problématique. Plusieurs questions. Alors, premièrement, notre engagement panafricaniste n'a rien à voir avec l'antagonisme Ouest-Est. Ça n'a rien à voir avec. Elle est fondamentalement, elle procède de cette position, elle procède d'une analyse à froid que nous avons faite. Cette analyse à froid, la voici. Nous sommes à peine 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Le monde se dessine devant nous. Il est clairement établi que seuls, émiettés comme nous le sommes en Afrique, que nous sommes fragilisés. Et quand vous êtes fragilisé et que vous allez devant un partenaire puissant, forcément, il vous exploitera. C'est la règle normale. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de fraternalisme en matière de relations internationales. Si nous sommes fragiles, autant que nous sommes aujourd'hui, rassurez-vous que si nous quittons X pour aller mettre sous la tutelle de Y, nous serons toujours fragiles. Donc notre idée, c'est quoi? C'est de construire effectivement, à la fois dans les discours, mais dans l'action politique, les assises réelles et solides d'un panafricanisme. Et nous allons, dans notre programme de gouvernement, qui va sortir, vous allez voir comment nous les déclinons. Comment nous allons les décliner? Qu'est-ce qui garantirait donc la réussite de votre projet, puisqu'on sait que ça a déjà été tenté dans le passé? Deux choses. Par le passé, du moins. Deux choses. On a commis l'erreur de vouloir faire beaucoup plus de l'intégration africaine en termes politiques sans qu'il y ait réellement que cela ne soit accompagné d'une idéologie économique qui soit consubstantielle à notre approche politique. Et je vous explique. Comment expliquez-vous qu'après 60 ans d'indépendance, depuis, et je dirais, ne serait que pour ça, je parle après de, comment on appelle l'indépendance, mais depuis la création de la CEDEAO en 1975 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une bonne mémoire, bon, ça fait, mes calculs, ça fait quoi, 39 ans, 49 ans, peut-être bientôt, on va faire les cinquantenaires bientôt. Si. Que les relations commerciales entre nos pays, représentent moins de 15%. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons dit que nous sommes intégrés, c'est vrai, mais il se trouve que nous avons faisons la même économie. Nous avons conservé l'économie de type colonial, donc nous sommes rentrés en compétition au lieu d'être en complémentarité. Comme les autres le font ailleurs, nous sommes rentrés en compétition. La conséquence, c'est que le discours politique n'a pas été suivi du discours d'une approche économique, et c'est ça qui va changer, et c'est ce que nous proposons. Un agenda de longue haleine, en tout cas, pour réussir ce projet. Sur la question du franc CFA. Pas du tout. Il y a des choses très simples qui peuvent se faire. Et je peux vous donner un exemple rapidement. Rapidement, un exemple? Rapidement, en 30 secondes. Oui. Vous savez qu'il est difficile, malgré tous les efforts qu'on fait, par exemple, de faire l'élevage bovin en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la mouche tsetse est revenue en Côte d'Ivoire, dans le nord, et ça rend difficile l'élevage. Mais en même temps, nous importons beaucoup de viande des pays de l'Amérique latine. Alors que tout simplement, on peut par des mécanismes encourager l'élevage au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et par un mécanisme de pâturage au nord de la Côte d'Ivoire, leur permet de venir faire le pâturage dans le nord, au lieu de venir de façon désordonnée et détruire nos cultures, faire un partenariat de pâturage, ça va permettre à nos populations du Nord de percevoir donc des revenus sur ce pâturage, et puis nous créons une économie complémentaire.
C'est bien des projets Voilà un peu le danger pour y de notre aller. chose. J'ai donné un exemple tout simple pour Très vous dire bien. ce n'est pas un projet de longue haleine. Et ce n'est positionnement pas par rapport au franc idéaliste, CFA. c'est même pratique. Pour terminer, on revient sur la question d'Herman, le positionnement par rapport au franc CFA et on revient sur la Alors, sur réconciliation. le franc CFA, notre position est claire. Notre position est claire. Le franc CFA, dans son organisation, son fonctionnement actuel, ne correspond pas à notre idéologie. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si nous revenons au pouvoir, c'est une question fondamentale qu'on va mettre à l'ordre du jour. Notre mission, à partir du moment où nous sommes dans la logique de l'intégrationniste, notre solution, c'est que nous travaillons effectivement pour une monnaie unique, mais qui passera d'abord par une monnaie commune, parce que les deux notions sont Que pensez-vous de l'écho? Justement. Et c'est à ce niveau-là que l'écho devait jouer un rôle. Pas l'écho tel que ça a été fait. Parce que l'écho tel que ça a été fait... L'écho dans la vision du PPACI, oui, alors? Parce que l'écho tel qu'il a été conçu et qui devait permettre d'avancer, nous y sommes. Mais pas l'écho qui a été décidé par le président Emmanuel Macron et le président Ouattara. Très bien. Ça, pour cet écho, nous ne sommes pas d'accord avec. Élisée Bolubo, question. Ok, nous allons revenir sur la question de la réconciliation. Monsieur Katina, est-ce que vous comprenez la position de ceux qui trouvent un peu incongrue la démarche du PPACI sur la question? Je vous dis rapidement. Avant que vous n'arriviez, avant que le président Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire, les leaders, plusieurs leaders responsables proches de Laurent Gbagbo ont dit que c'est le chaînon manquant dans le processus de réconciliation. Depuis l'arrivée du président Gbagbo, les premiers pas, c'est déjà un divorce consommé avec ses anciens amis, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, même si on ne veut pas le dire ouvertement, mais en tout cas dans les démarches, c'est ce qu'on sent. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est en contradiction avec vous qui prônez ou qui disiez que le président Laurent Gbagbo, dès sa venue, on allait amorcer un processus de réconciliation? Réaction? J'ai une réponse toute simple à ça. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel est... Monsieur Katina, il y a un problème pour les Ivoiriens. En fait. Élisée, permettez qu'il réponde à la question. L'aménagement interne d'un parti politique a un lien avec la réconciliation nationale. Je ne vois pas ce Dissension ou lien. aménagement? Non, mais monsieur Katina... C'est-à-dire, Dissension ou aménagement? Monsieur Katina, c'est un aménagement. Qu'est-ce qui se passe? Un parti politique, c'est une rentrée volontaire. Si. C'est différent de l'État de Côte d'Ivoire, où nous y sommes parce que nous sommes par un contrat social qui nous oppose. Donc, à partir du moment où l'un est volontaire, les gens peuvent partir quand ils veulent. On peut ne pas s'entendre sur la... Non, mais la question, c'est pas qu'il y a... C'est pourquoi il ne faut pas lier les deux. Quand vous liez les deux, vous faites une fausse analyse. Très bien, il va- Parce que d'un côté, il y a une chose, une adhésion qui est libre, et de l'autre côté, c'est une adhésion qui est obligatoire, qui nous impose des règles des règles communes, Très bien, des docteur. exigences communes. Très simple que ça. Permettons Donc, qu'il ne faisons puisse pas la même préciser sa confusion. pensée, Élisée. Ok, je vais peut-être pousser plus loin. Monsieur Katina, est-ce que vous pouvez nous citer 5 pas majeurs posés par Laurent Gbagbo qui ont consolidé la réconciliation en Côte d'Ivoire depuis son arrivée? Alors, premièrement, 5 pas majeurs. je vous donne même un seul. Je vous donne un seul. Oui, allons-y. Le président Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Malgré tout ce qu'on lui a fait. J'étais avec lui quand il allait voir le président Ouattara à l'école. Il n'était pas obligé d'aller là-bas. Rien ne l'obligeait d'y aller. C'est son sang. Mais M. Katina... Non, s'il vous plaît, Ok. vous m'avez posé une question. il répond à la Laissez-moi aller question, jusqu'au bout, sinon je ne pourrai Élisée, pas vous répondre. Non, allez jusqu'au Donc, bout. allons-y. Merci beaucoup. Je relancerai après, vas-y. Merci beaucoup. Moi, je demandais des pages, je vous les donne. OK? On a le premier pas. Il est parti voir le président. Et il a dit un mot qui a tout un sens en politique. Monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République. Il reconnaît donc. C'est à ce moment-là bien précis le pas de la réconciliation. J'espère que le président Ouattara a compris ça. Ça, c'est le pas de la réconciliation. Deuxième pas, alors qu'on arrive et que nous sommes dans une situation difficile, il nous dit, il y a une journée de dialogue politique. PPACI, allez-y au dialogue politique. Ne boycottez pas le dialogue politique, allez-y au dialogue politique. Très bien. Il était à la fondation, comment on appelle Fondation Félix Houphouët-Boigny Félix Houphouët pour la remise du prix à la chancelière Angela Merkel. Il n'était pas obligé d'y aller. C'est son sens de la réconciliation. Mais c'est les bonnes mœurs aussi Et du on président. termine avec le cinquième pas pour aller au journal, messieurs. Si vous m'invitez, je ne vais pas chez vous, je ne vais pas là-bas. C'est pas compliqué. On ira donc pour le cinquième pas juste après. Merci d'être avec nous pour la seconde et dernière partie de ce temps d'antenne. Je rappelle que le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains, PPACI, est avec nous. Il s'agit du docteur
Koné Katinan Justin, qui nous accompagne depuis donc 19h07 on va dire, que nous avons démarré notre temps d'antenne. Pour cette partie de dernier set, nous serons en compagnie de Dr Barry Abdourahmane et de Pascal Kwame. Bonsoir messieurs, dames. Monsieur, dames, merci d'être là. Nous aborderons donc les relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur et de la CPI, la fermeture donc du bureau de la CPI, les enquêtes qui continuent, enfin bref. Pascal, vous avez la parole pour la première question. Merci Christelle. Justin Koné Katinan, bonsoir. Justin Katinan Koné. Justin Katinan Koné, bonsoir. Merci Pardon beaucoup. du peu. Alors, Christelle l'a dit à l'instant, nous allons aborder avec vous les relations internationales, en tout cas vos positions ou plutôt celles du PPACI sur ces questions-là. Je vais commencer tout de suite avec la situation avec les pays de l'AES, notamment la junte malienne qui, d'ailleurs, ces derniers temps accuse un certain nombre d'investisseurs dans le secteur minier de ne pas respecter leurs engagements et menace même ces investisseurs-là de graves conséquences. On sait que la majeure partie d'entre eux viennent de Russie. Aujourd'hui, certains observateurs se demandent si la prétendue action de quitter le joug dit occidental pour aller se mettre sous maintenant le joug russe, le joug de la Russie, ne revient pas finalement à être toujours sous tutelle d'un acteur étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais l'expression en elle-même, déjà, elle est révélatrice de nos problèmes. Laquelle expression? Joug. Si vous vous placez devant le joug d'une personne, forcément vous êtes subjugué. Cette personne vous subjugue, elle vous contrôle. Et donc, effectivement, c'est pourquoi tout à l'heure je l'ai rappelé, notre position au PPACI est simple. Il faut d'abord que nous nous organisions en Afrique pour être forts. Si vous êtes fort et que vous allez affronter le monde qui est une jungle, le monde international est une jungle. Il n'y a pas de droit. Il n'y a que des intérêts. Et évidemment, là où les intérêts prévalent et qu'il n'y a pas de droit, du moins le droit suit les intérêts des puissants. Si vous êtes un agneau et que vous voulez commercer avec des loups, ben, qu'ils soient gris, blanc, noir, il va vous dévorer. Donc, il faut que vous appreniez à devenir loup. Et c'est justement notre position. Qu'il soit occidental, qu'il soit oriental, qu'il soit, je ne sais pas, australien, de l'Australie, du nord, du midi, tout ce que vous voulez, chacun défend d'abord ses intérêts. Poutine est le président de la Russie. Il défend les intérêts russes. Alors, où est-ce qu'on place le discours panafricaniste? Justement, c'est à ce niveau-là dans cette logique que vous venez d'évoquer. Je crois qu'il y a une erreur fondamentale qui naît dans notre analyse de la situation. Quelle est cette erreur-là, justement? À chaque fois qu'on aborde la question du panafricanisme, les gens ont l'impression que c'est une démarche pour quitter une puissance pour aller vers une autre. Ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça au PPAC. Nous concevons la chose. Nous, je l'ai déjà expliqué il y a quelques minutes avant, créons les conditions de notre force, par d'abord nos rapports économiques, par une intégration vraie. Et puis soyons forts. À partir du moment où nous sommes forts, qu'il soit X, Y, nous allons pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment ça le béaba. L'expression jour telle que vous avez employée, c'est véritablement dit, permet de situer exactement la position de notre continent. Le joug, c'est la domination. C'est se mettre sous la domination de quelqu'un. Donc, pour le PPACI, quand vous êtes fort, vous êtes organisé vous-même en tant qu'Africain, vous pouvez aller discuter vers l'extérieur. Il faut être fort, organisé, aller en puissance. Lorsque vous êtes une puissance, vous pouvez parler aux autres. Barry. D'accord, monsieur Koné, vous avez parlé d'organisation, d'Afrique forte. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, vu les mutations géopolitiques qui touchent le continent avec les situations des militaires au pouvoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut se construire une force en ayant comme chef d'État des hommes en tenue? Oui, mais quel est le regard du PPAC justement là-dessus? La question est simple. Il ne faut pas vous tromper. Ce qui se passe dans ces pays, c'est l'échec de la démocratie telle que nous l'avons appliquée. Ce n'est pas une fatalité. Mais est-ce la solution que les militaires essaient de redresser justement, là-bas? c'est ce que, d'ailleurs, hier, dans mon livre, je disais,
que lorsque nous, dans l'opposition, nous parlions au gouvernement, c'est pour sauver l'intérêt, les valeurs démocratiques de la République. Quel est le rapport justement avec la question? Non, ce que je l'ai dit, le rapport est le suivant. Parce que lorsque la démocratie ne marche pas, lorsque le peuple a l'impression qu'il est trompé de la démocratie, le peuple finit par croire à des solutions qui ne sont pas les vraies solutions. Mais l'illusion des solutions, lui dit, écoutez, on a essayé, ça n'a pas marché. Je vais vous dire quelque chose rapidement, je vais finir par là. Regardez bien l'évolution des relations, de l'action politique en Afrique. Elle est ce qu'on appelle l'ère du temps. En 1945, quand vous réveillez un Africain dans son champ, vous lui demandez, il dit, nous voulons l'indépendance. Les leaders politiques, comme vous ont compris, ils ont coalisé les efforts pour lutter pour ça. En 90, vous réveillez, moi j'ai finissé mes études, mais vous réveillez n'importe quel étudiant, quelque chose, multipartisme. Multipartisme. C'était ça. C'est la conscience politique du moment, la matrice politique du moment. Aujourd'hui, la question que vous réveillez n'importe quel Africain, y compris les Ivoiriens, ils vous parleront de souveraineté. C'est ça. Et pas de fédéralisme aussi. Le fédéralisme, la souveraineté, ainsi de suite. Donc, voici comment les choses évoluent. Et la conscience politique, elle détermine aussi le comportement du peuple et des politiques. C'est pourquoi, justement, il ne faut pas que nous croyions que nous sommes à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Nous sommes anti-coup d'État. Vous, au PPACI? Absolument. Très bien. Ça, c'est notre position qui est connue, c'est net, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, c'est pourquoi nous devons respecter les règles constitutionnelles pour ne pas prêter le flanc. Comme je vous dis, l'appétit du pouvoir militaire peut arriver en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi faisons très attention pour consolider notre acquis démocratique. Mais c'est comme si vous faisiez peser une épée de Damoclès au-dessus de cette affirmation qui est, je pense, qui est très bien accueillie. Nous sommes anti-coup d'État, mais ce mais corroboré par la position de M. Laurent Gbagbo, qui dit qu'il est enclin, d'ailleurs il a été invité au Burkina Faso et vous êtes allé le représenter il n'y a pas si longtemps que ça, mais il serait enclin à collaborer, à faire alliance, c'est le mot qu'il utilise, avec les pays de l'AES. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Oui, mais les pays de l'AES, pourquoi vous amenez les pays aux dirigeants? Qu'est-ce que l'AES pose comme problème? Parce que, pardon, mais en même temps, les dirigeants sont parfois ce que sont leurs dirigeants, très bien. en de nombreux termes. Je vous ai parlé de la conscience politique. Oui, mais en même temps, Docteur Koné, en même temps, un pays est dirigé par des personnes au pouvoir et c'est avec ceux-ci qu'on travaille. C'est ce que je vous dis. Attendez. Pourquoi l'AES est passé? Notre position sur l'AES aussi est claire. Nous l'avons fait des déclarations là-dessus, c'est clair. L'AES est créée parce que les solutions que la CEDEAO leur apportait aggravaient la situation plus qu'elle n'apportait de solution. C'est tout simple. C'est la défaillance de la CEDEAO qui a créé l'AES. Donc, ce que le président dit, c'est ceci. Réformons ce que les gens disent là-bas, qu'il faut sortir du cadre colonial de notre relation diplomatique pour aller prendre le large vers la souveraineté. C'est ce qu'ils disent. La forme de le dire peut ne pas être juste, mais le fond y est. Et le président s'allie sur le fond. Il allie sur le fond. Mais est-ce que le fond, ce n'est pas toujours chercher un bouc émissaire qui finalement n'existe pas? Il cherche le fond pour dire attention, nous qui n'avons pas encore connu ce qui arrive là-bas et qui n'est pas acceptable, il faut que nous nous inspirions de ce qui se passe là-bas pour corriger ce que nous sommes en train de faire ici. Très bien. C'est tout simplement une pour meilleure compréhension. C'est vraiment une position claire, c'est sur le fond et cela est important. Très bien, pour meilleure compréhension. Sur le fond, juste une précision. Juste sur Pascal, le fond, permettez Pascal. Et pour revenir à l'actualité, vous aurez la parole, rassurez-vous. Juste pour meilleure compréhension de la question qu'elle a posée pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Vous, au PPACI, vous voulez faire une alliance avec... Ah, voilà, justement. C'est à cela que je voulais arriver. Est-ce que vous avez dit... On n'a jamais dit... Très bien. Il faut faire attention. Très bien, allez-y. Voici ce que nous disions. Précisez la pensée, voilà. Le président Gbagbo et nous avons fait une déclaration. Lorsque les coups d'État sont intervenus et que les solutions, les sanctions qu'on imposait à ces pays-là
nous avons fait une déclaration pour dire attention, vous êtes en train d'aggraver une situation. Vous allez pousser ces personnes-là qui sont déjà dans la souffrance. Si vous y aggravez leur situation, ils seront obligés de partir. Parce que ce que vous proposez, ce n'est pas la bonne solution. Effectivement, mais dedans, dans chacune de nos déclarations, nous disons toujours que nous sommes opposés au coup d'État. Très bien. Ça, c'est fondamental en nous. Très bien. Personne en Côte d'Ivoire ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là. Personne. Très bien. Nous sommes les premières victimes des coups d'État. Donc, personne ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là. Pascal. Non, mais je vous en On prie, va Barry, donner allez-y. donc Barry. D'accord, monsieur le ministre, je sens que vous tensez beaucoup la CEDEAO, mais je veux dire que avant les sanctions, on a quand même vu des initiatives qui ont été prises. Je prends juste l'exemple du Mali. Lorsqu'il y a eu le premier coup d'État qui a renversé le président Ibeka, il y a eu quand même une négociation avec la CEDEAO. C'est lorsque les militaires ont voulu s'accaparer du pouvoir que la CEDEAO a décidé de sanctionner. Donc on ne peut pas dire forcément que la CEDEAO sanctionne. Vous, aujourd'hui, pour vous, le vin est tiré, il faut le boire. Au PPACI, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de la CEDEAO pour une meilleure amélioration de la démocratie? Barry a tiré le vin, il va le boire justement. Très bien, allez-y, docteur Pedalizi. Non, écoutez. Nos critiques sur la CEDEAO sont claires. On a créé une CEDEAO institutionnelle au lieu de créer une CEDEAO des citoyens. On a créé une CEDEAO qui sert de courte échelle à des puissances étrangères pour nous imposer leur vision sur la vie. Et ça se sent dans la façon de faire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous abordez ces questions, vous avez parlé du Mali, est-ce qu'il est juste que Ibeka, à la veille d'une élection importante, son adversaire le plus coriace soit traité de la façon dont il a traité, comment ça s'appelle, Cissé? Mais vous créez les conditions qui fragilisent la démocratie. Donc c'est vous les acteurs politiques qui fragilisent la démocratie. C'est pourquoi nous interpellons ici pour dire attention, ne croyez pas qu'il y a une fatalité ailleurs. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on entend des gens ici, oh la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu, c'est la troisième bourgeoisie. Et ce n'est pas faux, docteur. Il y a un coup d'État en 1999 ici. Donc il faut que nous tirions les leçons de ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas une épée de Damoclès, c'est tout simplement dire la façon dont quand un bossu regarde comment on enterre un bossu, il tire les leçons de son propre. Très bien, mais en même temps, ces pays de l'AES, on les voit, sont soumis à des difficultés, à des attaques terroristes. Et ce n'est pas évident, justement, la question sécuritaire sur ce sujet. Oui, mais justement, c'est la défaillance de la CEDEAO. Parce que, justement, quand cette affaire a commencé, et ça aussi, c'est une erreur, de penser qu'elle va se contenir là-bas. Je rappelle que le plan, et tout le monde connaît, toutes les chancelleries, toutes les agences intelligentes, et toutes les agences d'intelligence sont au courant de ça. Que l'idée de ces personnes-là, c'est de faire une jonction avec la façade maritime. C'est connu. Donc, c'est dire que nous ne sommes pas à l'abri. C'est pourquoi quand ces choses ont commencé, et on a trouvé saugrenu l'idée d'envoyer une force militaire pour aller sauver quelqu'un, alors qu'on avait besoin d'une force militaire, justement, mutualiser nos efforts pour aller affronter le danger qui est un danger commun. Voilà la question. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas leur jeter la pierre comme ça. Il faut faire une analyse profonde de la question. Et vous êtes en partenariat avec les pays de l'AES. En tout cas, vous êtes en alliance, c'est ce que vous avez dit. Non, nous ne sommes pas en alliance, mais nous disons que c'est, je le répète, une alliance à ce moment que nous avons signé et que nous avons signé des accords. Non, nous ne sommes pas en alliance avec eux, mais nous comprenons ce qui se passe. Très bien. Pascal, Barry? Non, en fait, monsieur le ministre, entre 2012 et 2013, la CEDEAO n'a-t-elle pas envoyé des soldats au Mali pour justement lutter contre le terrorisme? Pourquoi ils les ont retirés après alors? Mais non, il y a une action, non? C'est une demande du Mali qui a fait que Non, justement, ils sont arrivés et la situation a commencé à s'aggraver. Finalement, les gens pensaient que la solution c'était avec la solution Barkhane avec les Français, qui eux aussi sont venus 10 ans durant. Ils ont même interné au gouvernement légal d'avoir accès à une partie du territoire. Moi, ça m'a rappelé ce qui s'est passé en 2002 ici. Donc, il ne faut pas vous tromper. L'Afrique, mes chers amis, on est sur un plateau d'une chaîne importante. Très sérieuse, oui. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et l'Afrique est à la croisée des chemins.
l'organisation géopolitique est en train de se faire. Si nous restons dans ces considérations, non, bon, ceux-là, ils ont fait que il faut les lâcher, ainsi de suite. Si nous ne créons pas les conditions de nous organiser pour faire face à la menace existentielle qui arrive, nous allons laisser un mauvais héritage à nos enfants. Très bien. Pascal, intervention. Sur la question justement de ne pas se tromper d'ennemis, ou en tout cas d'adversaires, il y a donc on est tous d'accord pour dire qu'il y a des foyers de tension autour de la Côte d'Ivoire, avec ces pays proches de nous qui traversent des crises au plus haut niveau. J'ai envie de vous demander ce que vous pensez justement des efforts de la Côte d'Ivoire en matière sécuritaire, notamment de l'installation de l'Académie de lutte contre le terrorisme, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi en matière de relations internationales, qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutez, pour nous, c'est bon de venir nous aider. Mais attention, ne confiez jamais la sécurité importante de votre pays à une puissance étrangère. On nous aide, tant mieux. Une action concertée, qui arrive, bien sûr. c'est tant mieux. Oui. Mais ce que nous proposons, c'est que rapidement, nous nous accaparons de ce qui est l'essentiel pour nous, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables d'assurer notre sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord que la défense ivoirienne n'a jamais été aussi puissante, ou en tout cas aussi bien structurée que maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Madame, je ne connais pas comment la défense est structurée, je ne sais pas. Mais sur la sécurité de nos frontières, sur l'armement, sur les équipements. Vous savez, ces questions-là, je n'aime pas les aborder parce que c'est des questions militaires. Je ne connais pas du tout l'état d'armement de la Côte d'Ivoire. Je préfère ne pas avoir été dans un gouvernement. Vous parliez de compter sur nos forces, c'est pour ça que je suis entrée dans la brèche. Ces questions-là parce que vous parliez aussi. C'était juste un avis. Vous parliez de nos forces, c'est pour ça que je suis entrée dans la brèche. Écoutez, je ne connais pas l'état de nos forces. Très bien. Je préfère m'en tenir à ça. Parce que c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire et il y a des questions sécuritaires, il ne faut pas les abattre. À dire qu'il faut donc les renforcer. Alors, l'idée que j'ai dit pour tout simple est simple. Vous avez posé une question très précise sur la présence de cette académie et oui, son rôle dans très bien, mais dans... il faut que nous songeons déjà à en faire notre propre affaire, une affaire africaine. Parce que le monde qui se dessine là, si rien n'est fait, chacun aura besoin de ses bras valides pour se protéger. Très bien. Il faut dire que l'Académie, justement, travaille avec d'autres forces. Il n'y a pas que la force ivoirienne. Il y a aussi, donc, on a la contribution de la force française. Il y a pas mal de choses qui se font, justement, pour lutter contre le terrorisme. Exactement. Nous avons terminé notre temps d'antenne, messieurs. Alors, on a démarré à 19h, on va dire 7 et autres. On a terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot, justement, Dr Koné Katina-Justin? Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ces échanges-là. Au nom du PPAC, on doit dire merci à la chaîne Live TV. Nous sommes ouverts. Le président Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est le père du débat politique. Et quand il y a un débat politique, c'est dans la contradiction que la démocratie s'enracine. Ce n'est pas dans l'emprisonnement, ce n'est pas dans la menace, les intimidations. Et nous sommes heureux de pouvoir échanger et de partir sur notre position nous avons donnée. On peut ne pas être d'accord, mais au moins nous avons parlé. Et je vous remercie. C'est notre plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du PPACI, le Parti des peuples africains. Merci d'être venu nous parler donc justement de la position de votre parti sur les différents sujets abordés. Merci beaucoup. Pascal, merci. Barry, merci infiniment. Le jeudi, nous aurons ici la présence de Jean-Louis Billon, candidat donc potentiel à l'élection présidentielle de 2025. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.